Le 17 août 1951, des dizaines d'habitants d'une petite ville du Gard, dans le sud de la France, se plaignent de nausées et de vomissements. Les médecins ne le savent pas encore, mais ils vont devoir faire face à des patients complètement déchaînés et hors de contrôle, empoisonnés par ce que l'on surnommera plus tard le pain maudit de Pont-Saint-Esprit. Je m'appelle Chloé, je suis journaliste et j'ai décidé de revenir sur cette histoire, toujours irrésolue à ce jour. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous embarque avec moi dans la première étape de ce reportage sur le pain maudit de Pont-Saint-Esprit. On va aller rencontrer Monsieur Colombet qui avait 10 ans au moment des faits, quand toutes ces choses un peu bizarres ont commencé à se produire. Donc on va voir son témoignage et ça sera le début de notre enquête. Voilà, c'est parti, je vous embarque. Remontons un peu le temps. En 1950, la France se remet lentement de la Seconde Guerre mondiale qui l'a affaiblie économiquement. À court de nombreux aliments, le pain redevient la base de l'alimentation des Français à la campagne. Pont-Saint-Esprit compte à l'époque 8 boulangeries pour près de 4500 habitants. Et pour me faire une meilleure idée de cette époque, je suis partie à la recherche de la boulangerie tristement célèbre de Monsieur Briand, celle qui aurait empoisonné les spiripontins. Ah, tu continues, on me fasse la rue de la Chapelle, tu Oui. Et avec un peu d'aide, j'ai fini par la retrouver. C'est une des deux. Voilà. Alors là, il y a un truc d'imprimerie dessus, mais je pense... Moi, je la voyais pas dans le coin, mais tu vois... Ah, voilà. Parce que là, c'était là où habitait la famille Payan. Oui, Payan, Et c'est pas c'était là. elle, à cause du pain maudit, qui a été sortie de la fenêtre. Oui, voilà, c'est ça, voilà. Cette maison-là. Et si je vous raconte tout ça aujourd'hui, c'est parce que les premiers malades à avoir témoigné ont tous affirmé la même chose, avoir consommé du pain à la même boulangerie ce 17 août 1951, celle de Monsieur Briand, qui se trouvait juste derrière moi. Alors après 4 jours, les médecins sont totalement dépassés, on dénombre plus de 130 malades. Et là, à ce stade, on ne parle plus du tout de nausées ou de vomissements, on parle d'insomnie, d'hallucinations, de folie meurtrière et suicidaire. Au total, 7 personnes vont mourir et plus de 300 seront victimes de cette intoxication de masse. Aujourd'hui, la plupart des victimes sont décédées et leurs proches ont quitté la région. Vas-y. Ah, on s'arrête là. Salut Robert. Bonjour. Tu vas bien? Mon reportage me mène néanmoins à Robert, 6 ans en 1951, et qui a vécu de très près cette tragédie. Il en garde des souvenirs quasiment intacts. J'ai retrouvé le procès verbal. Le procès verbal de quoi? Du pain, Ah bon? vous voulez, avec tous les noms des gens qui ont porté plainte contre lui. Ah bon? Contre Briand. Il y a les gens qui ont mangé du pain, comme mon père, qui en a mangé beaucoup, parce qu'à cette époque-là, les gens, en 51, il n'y avait pas grand-chose à manger. Hein. On mangeait beaucoup de pain. Et mon père allait manger du pain. Alors, il cassait les cailloux à la carrière. Donc, quand il est arrivé le soir, le pain, en étant maudit, il était devenu fou. Comme tous les gens qui ont été empoisonnés. Ils devenaient fous. Il se voyait des machines à la tête. Mon père, il a tiré quand même 2 coups de fusil dans la maison. Nous, moi avec mon frère, on a resté quand même toute la nuit sous le lit. Hein. On n'a pas bougé tellement qu'on avait peur. Et le lendemain matin, c'est le maire avec, bon, ça s'était dit, avec le docteur Gavaille, qui sont venus et qui l'ont emmené à l'hôpital de Pau. À l'hôpital de Pau, il est resté qu'un jour parce qu'il devenait fou, on l'a mis un camisole de force, comme on disait, pour voir qu'il bouge. Et nous, avec ma mère, on était descendus pour le voir. Et quand on est arrivé là, au carrefour, l'ambulance partait pour Montpellier, parce qu'ils étaient 4 ou 5 dans l'ambulance, on les emmenait à Montpellier. Et mon père, il est resté 6 mois à Montpellier. Nous, à Carsan, d'abord, il y a un jeune qui arrivait de l'armée, il avait 21 ans, lui, il en a tellement mangé qu'il est mort. 21 ans, à Carsan, à quoi même pas 1 kilomètre de chez moi. Mais alors, quel étrange phénomène a pu transformer le pain de Monsieur Briand, rendant malade plus de 300 personnes ?
Pour en savoir plus et trouver des réponses à mes questions, je me rends à la nuit tombée chez Monsieur Colombet, ancien maire de Pont-Saint-Esprit et 10 ans au moment des faits. Bonsoir. Bonsoir, madame. Merci beaucoup de me recevoir ce soir pour parler de l'affaire du pain maudit ensemble, du coup. Qui me tient à cœur, mais je crois que vous aussi. Oui. Je vous en prie, vous pouvez y aller. Ouais, j'ai sorti quelques documents. Et puis, voilà, on pourra en parler sans problème. Ben, écoutez, l'affaire du pain maudit, on a toujours été dedans. Pourquoi? Ben, parce que nous étions, enfin mes parents, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents étaient des boulangers installés à Pont-Saint-Esprit. Et j'avais deux grands amis, ben, c'était les fils du boulanger, les fils brillants. On était à l'école ensemble, on a tout fait ensemble. Au début, tous ces intoxiqués, on parlait des intoxiqués, on parlait, allez, je m'excuse du mot, mais ils parlaient des fadas, parce que c'était pas trop pris au sérieux à l'époque. Bon, et quand même on a vu qu'il y avait, ou quand on a su qu'il y avait près de 300 intoxiqués, et dans toute la ville, et même un peu dans le canton, ça commençait à être une affaire quand même importante. Et l'auteur Gabaye s'est rendu compte, le premier, qu'il y avait quand même un fait commun avec toutes ces intoxications. Et puis il a découvert que ça ressemblait un peu à l'ergot de seigle. L'ergot de seigle qui était le mal des ardents au Moyen-Âge. Et de là, c'est là que toute cette affaire a pris beaucoup plus d'importance. On a recherché, ils avaient fait fermer toutes les boulangeries, dont celle de mon oncle. On ne trouvait plus de pain à Pont, il n'y avait plus que des biscottes. Et puis ils se sont rendus compte que tous les intoxiqués avaient pris du pain à la boulangerie Briand. Tout de suite, mon sentiment, mais je pense qu'il est vrai et tout, mais j'en suis convaincu, le boulanger Briand, le pauvre, et les pauvres, ils étaient pour rien. C'est une affaire qui les a dépassés, il y a eu même des grosses affaires avec ça. Enfin, à mon avis, d'abord, il n'a pas été prouvé que tout ça vient, mais ni de boulanger encore, je le mets vraiment de suite hors de cause. C'était pas possible. C'était le même travail que mon oncle faisait. Pourquoi il y aurait eu que le boulanger Briand? C'est que c'était, pour moi, c'était les livraisons. Bon. La maladie dont parle Monsieur Colombet est celle de l'ergot de seigle, un champignon parasite à l'origine du mal des ardents, une maladie moyenâgeuse disparue depuis longtemps. La plupart des malades avaient l'impression de brûler de l'intérieur ou avaient des hallucinations en rapport avec le feu, les flammes, d'où son autre nom, le feu Saint-Antoine. À l'époque, on considérait ces malades comme possédés par le diable. Mais le laboratoire des substances de Marseille, en charge d'analyser le pain toxique, réfutera cette hypothèse. Je me rappelle surtout, moi, gamin, les corbillards. On avait un corbillard, c'était tiré par les chevaux. Ce corbillard, il est passé que 7 fois dans la ville. Mais 7 fois en peu de jours, ça faisait voir quand même que c'est une affaire énorme. Merci. On passe le week-end à Pont. Oui. Alors ça va. Oui, je passe le week-end à Pont-Saint-Esprit. C'est bien. Eh bien, c'est bien. Pour en apprendre un peu plus. Bah écoutez, merci beaucoup. Et bon retour. Mais je Bon l'accompagne quand même. Et bon film, hein. Merci. Durant l'enquête, le minotier Maillet, en charge de livrer les grains et la farine à Pont-Saint-Esprit, a avoué avoir mélangé des raclures de grenier et du seigle avarié provenant d'un autre boulanger de la région à sa propre farine pour en vendre en plus grande quantité. L'affaire n'est pas allée plus loin et le minotier et le boulanger ont été relaxés. Comme vous comprenez, c'est un sujet qui fait débat et qui continue de diviser la communauté scientifique. On a bien sûr étudié d'autres hypothèses, comme celle de la présence d'un fongicide mercuriel, qui est en fait un pesticide pour combattre les champignons qui empoisonnent la farine, mais on n'a jamais pu comprendre comment ce pesticide qu'on appelle plus précisément du panogène se serait retrouvé en contact direct avec la farine du boulanger Briand. Pendant près de 50 ans, le mystère va rester entier. Mais dans les années 2000, l'affaire va connaître un rebondissement spectaculaire. Accusés de garder confidentielles de nombreuses informations cruciales, les États-Unis vont démarrer une politique de déclassification des documents de la CIA. C'est dans ces conditions qu'un journaliste américain, Hank Albarelli, va faire le rapprochement entre le projet MKUltra mené par la CIA dans les années 50 et le pain maudit de Pont-Saint-Esprit.
Pour faire court, le projet MKUltra, c'est quoi? En fait, les Américains cherchaient à développer une arme chimique pour pouvoir contrôler l'esprit humain lors d'interrogatoires, par exemple. Donc, ils se sont mis à tester les effets du LSD mélangé à d'autres substances sur des cobayes qui étaient soit des prisonniers, soit des malades. Et ça paraît un peu fou et très science-fiction, mais de nombreux documents de la CIA déclassifiés affirment que ces tests ont réellement eu lieu. Albarelli, lui, assure avoir trouvé ce document comportant le nom de Frank Olson, biochimiste en charge des tests du LSD, et le nom de la ville de Pont-Saint-Esprit. Et détail important, les symptômes de la fameuse maladie du mal des ardents seraient pratiquement identiques aux effets provoqués par le LSD. Insomnie, hallucination, folie. Alors, la question est la suivante. La CIA a-t-elle testé les effets de cette drogue sur les habitants du sud de la France ? Pour y répondre, je fais un détour par Montpellier, où vit Francis Zamponi, journaliste et écrivain sur le sujet. Bonjour. Enchantée, c'est ça, exactement. Oui, alors, le seul, je crois que je l'ai sorti là, le seul document, non c'est le document, voilà, là-dessous, qui donne pour appuyer, c'est, vous l'avez dû le voir, c'est la note de la Maison Blanche, mais il y a juste le nom de Pont-Saint-Esprit. On n'a pas le dossier, il n'a pas été retrouvé. Donc, est-ce que ça prouve qu'il y a un rapport entre les expériences américaines ou que ça les a intéressés, ce qui se passait à Pont-Saint-Esprit, parce qu'ils faisaient des expériences sur les hallucinogènes? Ça, il n'y a pas de démonstration de ça. Pourquoi la CIA, dans ses expériences, serait venue à Pont-Saint-Esprit, dans le Gard, dans cet endroit? Ils en ont fait aux États-Unis, ils en ont fait dans des pays d'Amérique du Sud où ils savaient qu'ils avaient une maîtrise, il n'y avait pas de fuite, c'était... Pourquoi ils seraient venus là? Alors j'ai bien regardé, il n'y avait pas de camp américain dans les environs, parce que c'était une époque où il y avait encore des camps datant de la guerre. On aurait pu se dire s'il y avait eu un camp... Mais j'ai trouvé aucun élément qui expliquerait... Alors soit ils ont fait tourner un globe terrestre et posé un doigt et c'est tombé sur Pont-Saint-Esprit, mais bon, j'ai pas trouvé que ça d'éléments me permettant de penser ça, à part la proximité des symptômes avec le LSD, qui sont beaucoup moins lourds que ce qu'il y a eu à Pont-Saint-Esprit. Finalement, aucune réponse ne sera donnée aux victimes de ce drame, ni dans les années 50, ni aujourd'hui. Pourtant, près de 300 victimes ont bel et bien subi un lourd préjudice. Parfois considérées comme des parias, se retrouvant au chômage et à jamais traumatisées par les événements de ce mois d'août 51, elles n'ont jamais été indemnisées. Si c'était avéré que effectivement c'était une intoxication due à un mauvais traitement du blé, c'est l'État qui était responsable, puisque c'est lui qui était responsable de la filière. Donc il y a ce besoin de dire, si l'enquête judiciaire n'est pas allée très loin, si les expertises ont montré, c'est parce que si elles étaient arrivées à la conclusion que c'était l'État, il était obligé d'indemniser, de reconnaître sa culpabilité, puisqu'il est responsable du bon transport des marchandises. Donc ça, moi j'avoue que cette hypothèse me paraît assez vraisemblable, parce que ça correspond à la situation de l'époque et au retrait de l'État qui n'a rien fait qui a refusé. Il y avait les députés de la circonscription qui avaient demandé une aide exceptionnelle à l'Assemblée, elle a été refusée. J'aurais pu enquêter encore longtemps sur le sujet. Pourquoi ne pas rouvrir ce dossier ? Alors, pression politique pour étouffer la vérité ? Ou réel manque de preuves pour pointer du doigt un coupable. Je crois que, même avec toute la bonne volonté que certains y ont mis, l'affaire du pain maudit de Pont-Saint-Esprit restera à jamais une affaire irrésolue.